Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il y a des hommes pour qui la culture est l'architecture du vivant. Nous allons à la rencontre d'un voyageur immobile, un homme qui a intégré très tôt que pour comprendre le monde, il fallait d'abord en saisir les harmonies cachées. Mon invité habite cette frontière fertile où la musicologie dialogue avec la géopolitique. Sa vie est ponctuée de ces instants de bascule où le destin personnel rencontre la marche de l'histoire. Son parcours, suite de points d'inflexion, une partition écrite entre Tunis, Paris et Rabat. Il y eut d'abord le temps de la quête académique, celui des doctorats à la Sorbonne, où il a appris à déchiffrer l'esthétique des arts comme on déchiffre l'âme d'un peuple. Ensuite est venu le temps de l'action, celui où il a porté le poids de l'État comme ministre des Affaires culturelles en Tunisie, avec l'ambition de rendre l'art accessible pour tous. Aujourd'hui, cet architecte de l'esprit déploie sa vision au sein de l'ICESCO, convaincu que la culture est le ciment de notre humanité. Il tisse des liens entre les nations pour que le patrimoine devienne notre langage commun. Entre la rigueur du diplomate et la sensibilité du virtuose, il nous démontre, note après note, que la gestion du monde peut avoir la clarté d'une mélodie parfaitement maîtrisée. Mohamedine Abidine, bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Merci. Un plaisir donc d'aller à votre rencontre, de revenir sur votre parcours, les points d'inflexion de ce parcours. Et on va commencer par la musicologie. Vous étiez luthiste, donc c'est un petit peu le premier rapport que vous avez eu avec la musique. Dans quelle mesure la pratique de cet instrument a-t-elle influencé votre manière d'appréhender le monde ? Alors, c'est tout à fait vrai. Je suis parti justement de cette pratique artistique qui est musicale et la pratique du oud, qui était pratiquement un dénominateur commun à tous les membres de la famille. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai une sœur qui travaillait à la Banque mondiale à Washington. Elle leur a dit « je ne pars qu'avec mon oud ». D'accord. Donc, c'est pour vous dire, mon père est aussi poète. Donc nous avons ça vraiment dans la tradition familiale. C'est dans le sang, vous avez hérité ça. Oui. La musique est vraiment un dénominateur essentiel, surtout le tarab, le maqam, les improvisations, l'artijalat, le taqasim, c'est l'adwar, le muashahat, c'est le qasaïd. C'est quelque chose qui vraiment crée un peu la personnalité, ou peut-être l'inconscient de la personnalité. Est-ce que ça a commencé tôt ? J'ai commencé à 5 ans. Et d'ailleurs, c'était assez contraignant au départ parce que mon père m'obligeait à un exercice pratiquement quotidien de l'instrument et davantage à écouter alors toutes sortes de musiques que j'apprenais par cœur et que j'essaie de reproduire pour pouvoir m'inspirer un petit peu pour l'ensemble de ce que je pouvais reproduire ou improviser ou composer instantanément après. Est-ce que c'était un moment de plaisir ? Au départ, c'était une petite contrainte, une petite contrariété, parce que je ne savais pas à cet âge l'intérêt justement de telles pratiques et de tels apprentissages. Mais après, j'ai pu mesurer à quel point c'était vraiment très important de se mettre au diapason de cet art poétique, de cet art musical, de cet instrument organologique. Dans la musique, il y a aussi un langage mathématique qui s'ignore, il y a une discipline, il y a une rigueur aussi. Après, quand on lit des partitions, etc., qu'on essaie d'interpréter un peu ce qui se passe dans cette distance entre l'écrit et l'oral, ou la manière d'interpréter. Bon. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à vivre. Mais après, je suis passé au chant aussi, parce que le chant a les fioritures, les techniques d'interprétation, etc. Donc, par rapport à un répertoire qui n'était pas évident, et c'est mon père qui me l'imposait pratiquement. Mais Myriam, ça ne m'a pas empêché, quand j'ai eu le bac, de faire médecine. Donc j'étais orienté parce que ma mère voulait absolument que je fasse médecine. Moi, je n'étais pas préparé à faire médecine et j'avais aucune psychologie capable d'intégrer le monde des hôpitaux, le monde du malade en général. Parce que j'étais déjà dans une perspective de bien-être. C'est-à-dire l'art constitue un peu cette santé peut-être mentale et ce bien-être qui nous permet de réagir par rapport
à l'immanence de l'art, de la musique, du vers poétique, etc. C'est l'équilibre dont on a tous besoin. Et de l'équilibre dont on a absolument tous besoin. Donc là, après, j'étais obligé de renoncer aux études médicales pour justement choisir la sociologie, parce que j'ai un doctorat en sociologie politique et culturelle, et la musicologie, où j'ai un autre doctorat en histoire de la musique et musicologie, les théories esthétiques, philosophiques de la musique et de la pensée médiévale, donc 7e, 13e siècle, pour déboucher après sur la géopolitique, l'esthétique, art et pouvoir, l'analyse sociale et politique de l'art en général. Donc au départ, c'était la musique, mais je pense que c'était un cheminement. Tu sais, Myriam, dans la musique, il y a beaucoup de déambulation. Il y a une part improvisée, il y a une part écrite qui est scripturale, etc. Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure dans cette idée de un peu les labyrinthes de la vie. La vie ne dit pas tout. De comprendre aussi la complexité du monde, de mieux l'appréhender peut-être. Quelle est selon vous la note qui manque aujourd'hui à la symphonie des peuples pour mieux s'entendre? Je parle dans un contexte justement où il y a pas mal de tensions aujourd'hui. Donc, quel est votre regard là-dessus? Alors, Myriam, pour ne rien vous cacher, tout le problème est là. C'est-à-dire quelle note manquerait à cette symphonie? Moi, je penserais que c'est toute la symphonie qui manque aujourd'hui à ce monde qui devient mercantile, qui devient matérialiste, qui devient inhumain, qui devient brutal, qui est bercé par la guerre et par l'intérêt des États, au lieu de voir un peu le bon côté des choses, c'est-à-dire le côté humaniste de la vie et le côté symbolique de la vie. Alors je crois que l'art peut concourir justement à une autre expression, à une autre vérité, à quelque chose de très très différent par rapport à ça. Parce que c'est une sublimation, l'art. L'art, c'est une pérégrination de l'esprit, une déambulation imprévisible, etc., improbable, impossible, etc. Bon, l'art, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à anticiper. L'art, c'est une découverte, c'est un accident, c'est quelque chose. Alors que la préméditation est essentielle dans la vie géopolitique, avec tout ce qu'on est en train de voir et de constater, et qui agit souvent contre l'humain, contre l'intérêt de l'humanité en général. Donc je crois que la note, effectivement, ça serait vraiment la sensible. Dans la portée musicale, il y a une note qu'on appelle la note sensible. C'est la note, c'est celle-là, c'est généralement le 7e degré de la gamme qui fait défaut, je pense. C'est celle-ci qui manque. Donc, on va dire que la musique vous a toujours habité. Oui. Dès votre jeune âge, il y a eu ce parcours de musicologue, ensuite orientation académique, la médecine, une bifurcation vers la sociologie, puis les études de l'art. Il y a eu un certain moment aussi où il y a eu ce passage au ministère des Affaires culturelles en Tunisie, marqué par une volonté, la vôtre, de décentralisation. Donc pourquoi était-il vital pour vous que la culture quitte les centres de pouvoir pour pouvoir devenir accessible à tous, pour que ce soit un droit qui est élémentaire finalement pour tous? Absolument. Alors, c'est peut-être ma vocation aussi d'artiste qui a été très importante, voire cruciale pour défendre les artistes. Donc, tu sais, Myriam, à un certain moment, j'ai vécu la négation. La négation d'un artiste qui a essayé de se frayer un chemin, mais quand même la société n'est pas toujours évidente. La société arabo-musulmane, le regard porté sur l'artiste autant que le travail de l'artiste, tout ce cafouillage qui existe un peu dans notre monde arabo-musulman, je crois que ça m'a permis aussi de porter justement cette vocation d'aider, d'être au secours et sans doute d'impulser la volonté des autres dans laquelle je me retrouvais finalement. C'est-à-dire j'étais vraiment cette personne qui parlait au nom des autres et qui voulait mettre les moyens de l'État pour les artistes afin qu'ils puissent s'emparer. Donc je crois que c'est très important ce que nous avions essayé de faire, parce que quand j'étais ministre, et ça a duré pratiquement 4 ans, de 2016 à 2020, c'était un travail d'équipe, c'est-à-dire un travail d'équipe, et ensemble nous avons essayé. Alors, Myriam, il y a 2 choses. On peut travailler sur l'éphémère, on peut travailler sur le circonstancié, sur le conjoncturel, le contextuel, et on peut évidemment choisir de travailler sur le durable. Le durable, ça veut dire les structures. Les structures, donc ça veut dire les établissements, les grandes
les grandes, je dirais, je sais pas, les grands théâtres. Le fait de poser les fondations. Les fondations de grands projets. Alors, j'ai eu la chance, avant d'être ministre, d'être directeur général des conseils du ministre, pour porter la Cité de la Culture en Tunisie comme un projet embryonnaire, et ensuite de réaliser ça. C'était à peu près de 2008 d'abord à 2011, ensuite de 2016 à 2020. 2018, nous avons ouvert en Tunisie un méga projet qui est la Cité de la Culture avec l'Opéra de Tunis, le théâtre de l'Opéra de Tunis, le Musée d'art moderne, le théâtre des marionnettes, le Centre national de cinéma et d'image qui est devenu vraiment une structure imposante avec tout ce qu'il fallait, le centre de la traduction, la maison du roman. Il y a eu le Centre international de l'économie culturelle numérique aussi, donc il y a eu un nombre assez important. Et je crois que le fait donc, de créer cette structure importante pour réclamer le droit des artistes à se faire reconnaître dans des instances qui pouvaient porter leur travail, mais aussi on a eu vraiment une politique de décentralisation, de politique citoyenne qui pouvait aller dans les régions et réclamer justement cette diversité. C'est la raison pour laquelle on avait créé plusieurs programmes nationaux, donc, mais plutôt structurants aussi. Tunisie, cité des arts, Tunisie, cité des civilisations, Tunisie, cité des lettres et de l'édition, du livre. On a fait aussi alors, des saisons très importantes sur la saison de la culture insulaire, la saison de la culture transfrontalière. On a fait la saison de la culture ouvrière. On a, dans des contextes qui n'étaient pas toujours très favorisés, les prisons, etc. aussi. Donc on a essayé de travailler sur des thématiques qui pouvaient être très, très inspirées par la présence de la culture et de la citoyenneté, quelle qu'elle soit et là où elle est. C'est-à-dire que la question n'est pas, parce qu'avant, on peut dire ce qu'il en est, très souvent, on est un peu dans une approche un peu clientéliste et clanique de la culture, c'est de dire qu'il y a de grands artistes, de grands poètes, de grands écrivains, etc., que la culture, évidemment, privilégie. Bon, là, j'aurais dit, bon, c'est important, évidemment, que ceux-là aient leur droit, mais le droit citoyen à la région, aussi aux deniers publics qui devraient servir à tout le monde. Je crois que cela a beaucoup facilité justement ce rapport aux régions et au développement, je dirais plus généralement, culturel régional. Grâce à l'engagement quand même qui est le vôtre, vous avez exploré donc la géopolitique de l'art, mais intimement, comment vit-on ce passage de silence de la recherche universitaire au tumulte de l'action politique, donc à ces prises de décision, à ces orientations stratégiques sur le long terme, à ces fondations qu'il faut poser. Comment ce passage s'est opéré? Tout à fait. Donc Myriam, je pense qu'il y a un credo qu'il faut satisfaire quand on est premier responsable de la culture dans un pays, c'est que la culture est au-dessus des clivages. C'est-à-dire qu'il faut que la culture obéisse à un principe qui est le principe de l'égalité, c'est-à-dire et de l'impartialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas être jugé parti. On peut pas... Donc ça veut dire que quelque part, il faut que la culture soit alors, au-dessus du débat politique, quel qu'il soit, parce que quand il y a une pluralité, quand il y a une diversité d'opinions, d'expressions, aussi de raisonnement, parce que la culture n'est pas uniforme, n'est pas unilatérale, elle est toujours plurielle, elle obéit aussi à des acceptions intellectuelles, sensibles, émotionnelles, etc. Donc, ce qui peut résonner dans la musique contemporaine n'est pas forcément dans la musique patrimoniale, n'est pas forcément dans l'art de l'héritage, quel qu'il soit, etc. Donc, je pense qu'un politique, il doit avoir cette faculté d'impartialité pour que toutes ces tendances, et c'est ça le credo, donc toutes ces tendances s'expriment à travers donc, une culture partout et pour tous. Partout. D'une seule et même voix. Exactement, pour servir la décentralisation de la culture, mais aussi la démocratisation de la culture, le droit à la culture. Et les droits culturels, de manière générale, c'est-à-dire le droit à l'émancipation, le droit à l'expression, le droit donc, à la création, le droit aussi au partage de cette sensibilité, etc., sans discrimination, sans exclusive. Donc ce droit qui devrait être élémentaire, finalement. Je pense que cette question de culture, parce qu'elle est vraiment névralgique dans le monde arabe islamique en général, dans notre monde plus globalement, parce que généralement on a considéré la culture comme étant un terroir où il faut sauvegarder les choses.
Myriam, la culture est un terroir où il faut dépasser les choses pour en créer d'autres. C'est-à-dire, c'est un dépassement continuel pour pouvoir créer des patrimoines nouveaux, des idées nouvelles, des imaginations, des imaginaires, alors des facultés nouvelles, des attentes nouvelles. La culture, les arts, etc., c'est une surprise, c'est une curiosité, c'est quelque chose s'acheminant. C'est pas des choses qu'on dit, qu'on a envie d'être dans la redondance, dans le pléonasme, dans la répétition. La culture, c'est une innovation du sens, etc. C'est le ciment de nos sociétés, c'est le socle en fait sur lequel tout repose. Vous œuvrez aujourd'hui depuis Rabat, donc au sein de l'ICESCO. Absolument, à Montbonnor aussi. Je suis très content d'être à Rabat. Toujours pour les industries culturelles et créatives, comment le modèle marocain, donc avec sa diversité, son ancrage africain, nourrit-il votre réflexion globale au sein de l'ICESCO aujourd'hui? Alors, je connais un peu le modèle marocain parce que, aussi, avant ça, je suis intervenu dans le cadre des politiques culturelles et de la francophonie, etc. Après, j'ai été au fait de quelque chose de plus spécifique, je dirais. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que la culture au Maroc, c'est d'abord un ancrage. C'est une politique portée sur un héritage, portée sur un patrimoine essentiel, millénaire, portée aussi sur une jeunesse et sans doute des personnes capables de réinventer et de revivifier un peu ce patrimoine, etc. Avec toutes les richesses patrimoniales, toutes les richesses qui existent et dans la diversité de ce qu'offre le Maroc dans ce sens-là. Donc c'est un modèle, alors évidemment, qui reste un modèle qui puise dans le passé, mais c'est un modèle qui se réinvente aussi parce qu'il se cherche aussi dans le redéploiement de l'économie numérique, créative, de l'économie créative, de l'économie culturelle, solidaire et sociale, de l'économie aussi circulaire, de l'économie mauve, des nouvelles technologies de la culture, l'IA, la blockchain, les réalités augmentées, que je vois de plus en plus chez les jeunes marocains se déployer donc d'une certaine manière. Justement, toujours chez les jeunes, comment faire pour que ce patrimoine ne soit pas le regard du passé ou ne suive pas ce regard vers le passé, mais devienne un moteur vraiment de développement économique et social pour une jeunesse qui est là, qui est en attente, qui est talentueuse et qui a beaucoup de choses à offrir? À offrir différemment, à offrir de manière un peu rompue du passé, parce que moi j'y tiens. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que je disais tout à l'heure comme moyen nouveau technologique, avec procédé économique, parce que quand on voit par exemple l'économie mauve aujourd'hui, l'économie orange aussi, ce qu'elle peut offrir, l'économie circulaire, il y a vraiment, solidaire et sociale, il y a vraiment quelque chose à faire valoir par rapport à ce vivier de compétences et de possibilités qu'offre le Maroc, tout comme aussi un certain nombre de pays de la région arabe et musulmane. Je crois que le redéploiement, c'est-à-dire de cette idée d'incitation des start-up, d'incitation aussi de ce qui serait de l'intelligence créative et des industries créatives en général. Et cette interface possible entre ce qui est le présentéisme, c'est-à-dire les possibilités qu'offrent aujourd'hui, et qui sont là, c'est des possibilités énormes en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui, et on ne peut pas, c'est-à-dire nier ou occulter cette réalité. Elle est là, avec les viviers du passé et de l'héritage. L'essentiel, je pense, comme vous l'avez si bien rappelé, Myriam, c'est de ne pas rester dans cet héritage répétitif. Il faut créer, bien sûr, il faut savoir sauvegarder cet héritage pour qu'il ne parte pas. Mais une fois qu'on l'a sauvegardé, il faut savoir régénérer d'autres répertoires et laisser les jeunes, les moins jeunes, etc., réinventer ce répertoire, ce patrimoine, pour que lui-même ait un sens tout à fait différent, pour que le patrimoine ne soit pas un patrimoine du passé, mais des patrimoines à venir. Et c'est ça, le cumul et l'accumulation des choses ne peut se faire que par l'intelligence. Quelle intelligence? Une intelligence créative, une intelligence émotionnelle, une intelligence de lecture par rapport à ce propre passé pour qu'il soit à la hauteur et à l'aune du XXIe siècle et de cette jeunesse qui ne nous ressemble pas finalement, dont les attentes sont complètement différentes et totalement distanciées de ce que nous sommes. Une jeunesse qui se développe effectivement dans un monde aujourd'hui en pleine mutation qui est bien différent de celui qu'on connaissait avant et qui est toujours en plein changement, un changement qui se fait de manière très accélérée d'ailleurs.
Au-delà de ces réflexions, vous écrivez également. On va aborder votre dernier écrit qui devrait être prochainement publié. Donc, Lettre à Pascal Bruckner, Décivilisation, suprémacisme blanc, apprendre sur la tunisianité. Parlez-nous de cette dernière œuvre. En réalité, ce sont des collections que je suis en train d'écrire dans un sens de correspondance avec un certain nombre d'intellectuels, vivants et décédés, parce qu'il y a toujours un redéploiement, je dirais, un remploi de l'esprit, quelque part, quand on lit. Alors, il y a le trialogue, d'abord, avec Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire et Samuel Huntington sur le clash des civilisations, et ça a pris 7 livres où il y avait j'essaye d'avoir un développement sur l'impensé. L'impensé, donc ce qui n'a pas été forcément pensé sans être impensable. Donc c'est l'impensé politique, sociologique, esthétique, kinesthésique. Donc un certain nombre de choses de cet ordre. Ensuite, donc, il y a 7 livres donc, dans cette impensé et une collection de 3 livres et encore une correspondance et un trialogue avec André Malraux sur la démocratisation de la culture et Édouard Saïd sur l'orientalisme, donc ça c'est 3 livres. Et le dernier c'est donc Lettre à Pascal Bruckner et sur le suprémacisme blanc et cette idée de décivilisation qui a été vraiment fortuite et qui parle justement de l'Occident supérieur, l'Occident suprémaciste, l'Occident qui est un peu dédaigneux, l'Occident condescendant, un Occident qui n'a pas beaucoup de respect pour les peuples que nous sommes et qu'il considère comme étant les peuples du tiers-monde. C'est la raison pour laquelle Pascal Bruckner parle justement du sanglot de l'homme blanc et du tiers-mondisme et de la culpabilité. Donc là, j'ai repris, parce que je me sens très... moi qui ai fait mes études essentiellement à la Sorbonne, donc Paris 1, Paris 4, Paris 5, et ensuite j'ai enseigné même, et je suis directeur de recherche aussi à la Sorbonne depuis 2001, je vois vraiment ces termes et cette manière de voir, elle est complètement excentrée par rapport à la vérité, parce que nous connaissons l'Occident. L'Occident, des fois, nous connaît que très peu, ou par l'idée de l'exotisme ou l'occidentalisme ou de l'orientalisme, c'est-à-dire ces a priori un peu intellectuels et sensibles qui sont portés sur les arts premiers, sur des considérations qui n'ont plus vraiment un effet. J'espère revenir, Myriam, pour en parler, mais vraiment très largement. Mais le principe pour moi, c'est que le débat, Myriam, ne se fasse pas entre nous. C'est un débat qui devrait se faire entre nous, entre les autres et nous, dans une interface alors, de communication, d'interchangeabilité, d'hypothèses, d'argumentation, etc., pour se connaître et se reconnaître. Il y a comme l'impression que, et surtout maintenant avec des tendances un peu extrémistes de part et d'autre, etc., je crois qu'il y a même une instrumentalisation de cette méconnaissance de l'histoire pour pouvoir juger le monde que nous sommes, le monde arabo-musulman, maghrébin, etc., d'une manière assez, je dirais, un peu abusive. Et c'est la raison pour laquelle la seule façon de pouvoir répondre, c'est d'écrire, mais arguments. Alors, la tunisianité, évidemment, c'est dans l'esprit, tout comme le Maroc d'ailleurs, la tunisianité favorise, de par l'esprit historique, cette confluence des histoires, cette confluence des sensibilités, cette confluence des imaginaires, etc., qu'on ne peut pas aborder par le jugement, mais par la compréhension. Et la compréhension, ça passe par la culture. Donc, dans un monde aujourd'hui de plus en plus polarisé, est-ce que finalement, la culture reste le dernier rempart pour cette compréhension dont vous parlez si bien entre les peuples? Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé à l'ICESCO un forum international qui s'appelle La culture pour repenser le monde. Nous avons à peu près 200 membres, dont nombreux ministres, ambassadeurs, intellectuels, universitaires, artistes, critiques, etc., médiateurs. Parce que finalement, je pense que dans un monde qui est régi par la culture, le clash des civilisations de Huntington, c'est d'abord une hypothèse culturelle, civilisationnelle, où il pense qu'il y a le confucianisme et l'islam qui ne pourraient jamais comprendre la modernité et sans doute s'y inscrire. Quand on voit la fin de l'histoire, par exemple, de Fukuyama, c'est pareil, parce que bon, quand on parle de la fin de l'histoire d'un point de vue idéologique qui est en rapport avec
Alors, d'une part, la démocratie, d'autre part, le libre-échange économique, d'autre part, ça c'est aussi la représentation des libertés, c'est essentiellement culturel. Quand on voit Brzezinski aussi, dans son rapport aussi à ces formes d'exclusivité, je dirais, etc. Donc, il y a un rapport qui est maintenant né du choc des civilisations ou du choc des religions, et c'est clair, y compris dans la guerre qui est maintenant, qui sévit maintenant. Donc, la culture est un élément essentiel pour comprendre, c'est-à-dire comment dire, la gesticulation qui se fait aujourd'hui autour des intérêts globaux et mondiaux. Or, Myriam, on voit que les politiques culturelles sont un peu niées dans moi, ce que j'avais compris dans mon rapport au monde islamique et arabe et africain, relevant un petit peu des États membres de l'ICESCO. Il y a un vrai problème de politique culturelle, d'anticipation des politiques culturelles, de stratégie culturelle. C'est-à-dire, ça veut dire que ce n'est pas dans la priorité parce qu'on considère jusqu'à présent que la culture est un peu marginale, elle est subsidiaire. La culture est un peu pour divertir, etc. Alors que même le divertissement dans le monde occidental, il est régi par des facteurs de croissance, par des indicateurs d'obéissance, par des choses, c'est-à-dire qui sont de l'ordre de l'économie rationnelle et des approches quantitatives, statistiques, etc., qui font que ces pays arrivent maintenant à avoir des PIB culturels très forts. Des croyances qu'il faut donc repenser aujourd'hui. Il faut agir, Myriam, c'est-à-dire repenser, c'est très important, et porter une action salvatrice pour que les mentalités, parce que vous savez, il y a autour de la culture toute forme d'acception possible qui n'est pas que dans les arts, qui n'est pas que, mais dans les droits culturels. Les droits culturels sont bafoués, même les droits de propriété intellectuelle artistique, les droits artistiques, les droits voisins, les droits d'auteur, etc. aussi. C'est une conception qui devrait aussi petit à petit germer pour que la culture ne soit pas un élément de plus ou un élément qui est complètement banni, mais un élément intégré dans le développement humain, qui soit symbolique ou économique. Central, effectivement. Merci à vous, Mohamed Zine Abidine. C'était un plaisir de vous avoir comme invité. Il est partagé. Merci à vous. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.